la puissance de la réaction américaine, mais pas en Ukraine, de l'autre côté du monde, face à la Corée du Nord, mais avec les alliés japonais et coréens du Sud. C'est cet exercice, regardez, cette image qui est tellement symbolique, c'est ce bombardier stratégique B-1B qui est escorté par la chasse des alliés. L'exercice donc qui est mené par les États-Unis d'Amérique avec leurs bombardiers, avec les avions de Corée du Sud et les avions du Japon. Cette escadrille, comment est-ce qu'on appelle ça, cet ensemble-là, qui exprime toute la puissance des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Communiqué. L'exercice démontre l'engagement de l'alliance entre la République de Corée et les États-Unis d'Amérique en faveur d'une dissuasion intégrée et élargie en réponse aux menaces nucléaires et balistiques croissantes de la Corée du Nord. Oui, c'est une démonstration. Il ne faut jamais oublier non plus qu'il y a 40 000 soldats américains qui sont morts en Corée, la guerre de Corée. Donc ça crée une mémoire, ça crée des liens. Il n'y a pas de soldats américains qui sont morts en Ukraine. Donc ça crée une relation quand même particulière avec ce territoire. Donc là, on assiste à une démonstration de force, tout simplement. C'est pas un exercice. C'est une démonstration. Il n'y a rien à exercer en réalité. Non. Donc on déploie un bombardier stratégique, un B-1B, un Lancer. Qu'est-ce que ça fait exactement un bombardier B-1B ? Alors c'est assez vieux, ça date du début des années 80, mais ça porte une 50aine de tonnes de bombes, par exemple, donc ce qui n'est pas négligeable. Nucléaire, potentiellement. Alors normalement, ils ont été dénucléarisés. C'est pas ça qui porte, c'est plutôt les bombardiers furtifs B2 qui portent l'arme nucléaire. Mais éventuellement, je pense qu'avec quelques modifications, ils peuvent le faire aussi. Est-ce que les Américains ont les moyens de frapper tout de suite ? Si la Corée du Nord décidait demain d'attaquer la Corée du Sud, immédiatement, ils n'ont pas besoin de s'approcher. Non, frapper pas. Non, il y a les bases en Corée, mais les bases au Japon surtout en réalité. Les bases principales aériennes et navales sont au Japon. Donc là, vous avez une sorte, c'est un peu l'équivalent de l'OTAN, mais côté asiatique. Regardez, expliquez-nous bien cette énorme puissance américaine dans la région. Encore une fois, on voit bien que pour eux, l'avenir est là. On l'a beaucoup dit, ça se concrétise à tous les points de vue. On va parler dans l'élection avec Trump ou Harris dans un instant. Les bases en Corée du Sud, au Japon, Okinawa, Guam, îles Marshall, Australie, Singapour, Philippines, ils sont partout. Oui, non, vous avez un réseau très important de bases. Vous avez, de mémoire, 30 000 et quelques soldats américains au Japon, encore d'autres à Okinawa, qui fait partie du Japon quand même, etc. Donc vous avez une force, notamment aérienne et navale, qui est absolument considérable dans la région, qui surveille évidemment la Corée du Nord, qui surveille surtout la Chine et Taïwan, etc. Mais la Corée du Nord, pour revenir à votre remarque, est évidemment très surveillée par les Américains. Donc il y a des plans de ciblage qui sont déjà prêts depuis des années et tous les moyens sont réunis pour frapper, lancer au moins une campagne de frappe considérable, y compris de la part d'ailleurs de la Corée du Sud. La Corée du Sud n'a pas l'arme nucléaire, mais elle a développé une capacité de frappe de missiles balistiques extrêmement importante, par exemple. Vous parliez de la guerre de 53. Il faut dire à quel point, pour les Américains, pour les Anglo-Saxons, c'est la matrice de tant de choses. Moi, je me rappelle un dirigeant de la Ligue anticommuniste mondiale américain qui me disait, il était enfant, et comment est-ce qu'on appelle ça, le mélangeur des robinets. Il imaginait bombarder les Coréens du Nord, parce que pour lui, la guerre, c'était ça. Le fantasme de la guerre finale Est-Ouest, ce serait ça. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment dans la mémoire collective de beaucoup de gens qui sont encore en vie aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont perdu un père en Corée du Nord. Il faut aussi savoir qu'il y a des corps de soldats américains qui n'ont toujours pas été retournés aux Américains, qui sont encore quelque part en Corée du Nord. Et ça, c'est une blessure qui n'a pas encore été guérie. Et pour reparler un peu de cet axe avec le Japon, imaginez-vous une minute à la place du Japon aujourd'hui. Le Japon qui est le seul pays sur lequel l'arme nucléaire a été lancée sur des cibles civiles, comme on en a parlé tout à l'heure. Quand Kim a fait son essai de missile la semaine dernière, le missile est tombé pas loin des eaux territoriales de la zone économique japonaise. Donc là, là aussi, il y a une blessure collective, ce qui explique ce renforcement de ce triangle États-Unis, Corée du Sud et Japon, mais aussi au sein de l'OTAN, parce que l'OTAN a un partenariat avec les pays du Pacifique, dans lesquels il y a donc la Corée du Nord, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui se sont rencontrés, et les Philippines aussi, je crois, qui se sont rencontrés récemment à Bruxelles. Lloyd Austin, le secrétaire américain d'État à la Défense, a renforcé aussi le côté, l'institutionnalisation des rapports entre les États-Unis et la Corée du Sud, et a rappelé que le parapluie nucléaire américain s'étend à la Corée du Sud. Et c'est très important. Est-ce qu'on peut faire un peu de conjecture ? C'est toujours risqué, mais est-ce que ça va pousser les Américains à être
plus agressif face à la Russie en Ukraine, ou au contraire, ça va relativiser la cause ukrainienne? Ils se diront, il faut qu'on ménage tous ces fronts en même temps. Oui. Mais je pense qu'on va commencer à s'approcher, même pour l'hyperpuissance américaine et ses 900 milliards de dollars de budget militaire annuel, ça commence un tout petit peu à ressembler à de l'hyper-extension stratégique. C'est-à-dire que vous avez quand même des dossiers là à ce stade, et qui ne sont pas des petits dossiers. Ils voudront freiner. Des dossiers qui cristallisent à la fois beaucoup d'émotions et de passion, en plein cycle électoral aux États-Unis, mais aussi qui mobilisent énormément de moyens humains, militaires et financiers. C'est cher. Oui, voilà, dans une période qui n'est pas une période de richesse débordante et d'économie florissante, même si l'économie américaine va bien. Voilà, moi je me souviens d'une conversation, c'était il y a 1 an maintenant, sur le dossier américain. Donc ils avaient rehaussé le budget militaire. J'écoutais un conseiller du Pentagone qui disait: on veut montrer au monde entier qu'on peut marcher et mâcher du chewing-gum à la fois, ce qui est une métaphore pour dire il faut que tout le monde comprenne qu'on peut effectivement, on peut traiter le Proche-Orient, on peut traiter l'Indo-Pacifique, on peut traiter les Russes, etc. Mais ça, c'est. Mais là, c'est en plus sur une corde raide. Hein. C'est tout ça sur une corde raide. Il y a un basculement historique qui est que on va dire, ces ennemis des États-Unis ou ces adversaires, parce qu'ils ne sont pas en guerre, ni les États-Unis ne sont pas en guerre avec la Chine, mais ils sont traditionnels. Ce qui est nouveau, c'est que la Russie a basculé. C'est-à-dire que la Russie était historiquement, démographiquement, culturellement, une puissance occidentale. Le général de Gaulle disait une puissance européenne. Et la Russie, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, c'est vers l'Est qu'elle va chercher son aide économique auprès de la Chine et ses troupes auprès de la Corée du Nord. Et je pense que ça, pour les États-Unis, c'est un bouleversement majeur, parce que peut-être que la tentation des Américains, c'est effectivement de dire ne faisons rien qui précipite ce renversement qui est quand même unique dans l'histoire, parce que je suis en train de réfléchir à l'histoire de la Russie, mais la Russie jamais n'a été aussi à ce point tournée vers l'Asie. Voilà, orientée vers l'Asie. Donc permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord sur cette interprétation de l'histoire de la Russie. D'abord, l'histoire de la Russie, qu'est-ce que c'est que la Russie? C'est la question que même les Russes se posent. Qu'est-ce que c'est que la Russie? Et donc, dans son histoire, la Russie a sans cesse été balancée entre un désir d'aller vers l'Est et un désir d'aller vers l'Ouest. La grande conquête de la Sibérie a été faite sous les arbres parce que la Russie s'est vue plutôt vers l'Est. Ensuite, il y a eu cette période, Pierre le Grand, qui se voyait plus comme un tsar civilisateur pro-occidental. Mais si vous voulez, cette espèce de l'aigle à deux têtes, alors c'est pas parce que c'est l'aigle qui regarde de deux côtés, mais beaucoup de Russes le voient comme ça. C'est est-ce qu'on est plus à l'Est ou est-ce qu'on est plus à l'Ouest? Et c'est vrai que là, le basculement à l'Est est très marqué. Là, le basculement à l'Est est très marqué. Il a été très marqué vers l'Ouest entre les années 90, les débuts des années 2000, à partir de 2000. Moi, je dirais plutôt à partir de 2003-2004, le basculement à l'Est a vraiment commencé. Et il y a ce grand mythe en France que j'entends, mais depuis que je suis en France, ça fait bientôt 20 ans, c'est il faut qu'on soit sympa avec la Russie, sinon on va se tourner vers la Chine. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que les Américains ne sont pas dans ce débat théorique. Les Américains continuent à monter en puissance militaire. Je suis très frappé de voir, c'est la différence de puissance. Hein. En Europe, on discute beaucoup. Est-ce qu'il faut, pas, etc. Les Américains, ils font d'abord la puissance, puis après, on va réfléchir. Regardez les essais Minuteman, parce qu'il y a, c'est se lancer l'essai opérationnel du missile balistique intercontinental non armé Minuteman 3, qui a eu lieu donc aujourd'hui, 5 novembre. C'est une de ces armes majeures. Vous parliez des 900 milliards dépensés par les Américains pour mettre d'abord toutes les chances de leur côté. Oui, alors Minuteman 3, c'est vieux, hein, ça date de 1970, je crois. Mais là, c'est l'essai, c'est la continuation des essais. Ils en font régulièrement. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont consacré effectivement beaucoup de moyens à leur défense, mais pas forcément, depuis la fin de la guerre froide, pas forcément dans leur arsenal nucléaire. C'était plus une priorité. On était même en situation de décroissance très largement. On a réduit considérablement l'arsenal. Donc il n'y a pas eu de grande nouveauté en la matière. Et puis maintenant, on rentre effectivement dans un nouvel âge nucléaire. On n'est plus du tout dans une période
de décroissance, mais au contraire de renouveau, les Américains réinvestissent à nouveau dans leur arsenal, en se disant que en face de nous, il y a toujours l'arsenal russe qui reste important, mais il y a surtout l'arsenal chinois qui, lui, se développe à grande vitesse, et on a également l'arsenal nord-coréen. Et donc, il faut, comme d'habitude, être capable de faire face à tout le monde en même temps. Et donc, on réinvestit dans cet arsenal. Alors, le Minuteman III, il est destiné à être remplacé dans les années 2030 par le Sentinel, donc un nouveau missile balistique intercontinental. Vous disiez tout à l'heure que Hiroshima était un crime de guerre, selon vous, 20 fois plus puissant qu'Hiroshima. On est dans une autre taille, oui, on est complètement dans une autre dimension. Non, mais c'est presque artisanal, Hiroshima. On est sur 15 000 tonnes, 15 à 20 000 tonnes d'explosifs. Là, on parle d'un million de tonnes d'explosifs. Le communiqué américain vaut la peine d'être lu sur ce Minuteman. Le programme de lancement d'essais de missiles balistiques intercontinentaux a pour but de démontrer l'état de préparation des forces nucléaires américaines et d'assurer la létalité, des fois qu'on en douterait, et l'efficacité de la force de dissuasion nucléaire du pays. Il y a une volonté non seulement de faire, mais de montrer. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut montrer aux Nord-Coréens et aux Chinois, on y va, on n'a peur de rien. Et peut-être aussi aux Sud-Coréens pour les rassurer. Oui. Parce que, et peut-être aussi aux Taïwanais. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de crédibilité pour les États-Unis. On dit parfois que Poutine n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine si les États-Unis ne s'étaient pas retirés de l'Afghanistan un an avant. Et c'est vrai que l'Amérique reste sur plutôt des reculs en termes de confiance donnée et de solidarité exercée par les armes vis-à-vis d'alliés que les États-Unis se sont choisis eux-mêmes, sans doute. Mais n'empêche que c'est important de montrer que là, ils ne reculent plus. Ce que dit très important, Guillaume, les Américains, quand ils ont des vrais alliés, ils sont fiables. Plus tard dans l'émission, on entendra le président polonais qui dit, par exemple, Trump, moi j'ai confiance en Trump, les Américains, tous les Américains, quand on a une vraie alliance, ils tiennent parole, mais il faut que ce soit une vraie alliance, réciproque, et que les gens payent, ce que les Européens ne font pas. Ouais, c'est une vraie alliance aussi juridique, j'ai envie de dire, ce qui engage aussi, que ce soit à l'OTAN, mais un peu différemment, mais je pense surtout aux Corée du Sud, qui investissent justement, qui participent à cet investissement On parle beaucoup de Trump, mais c'est pas que Trump qui a parlé de il faut payer plus. C'est quelque chose qu'on entend depuis un certain nombre d'années. Moi, en tout cas, depuis Clinton, je me souviens, Obama, sans parler des Bush. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est que, justement, le monde a changé et ce besoin d'investir devient de plus en plus important, surtout que les États-Unis, comme disait Gallagher, sont investis dans plusieurs opérations dans tous les coins du monde et donc ont besoin aussi d'avoir de soutien, notamment en Europe où pour le coup on a quand même la capacité, même si on ne le fait pas forcément, je pense surtout au niveau industriel. Et par exemple, les Polonais le font aujourd'hui. Et là, les Polonais, comme là-bas, les Japonais, les Coréens du Sud sont des alliés indéfectibles. Net. Il n'y a pas comme beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest, un peu. Hein. Ils sont vraiment... Souvenez-vous la colère de Jacques Chirac quand la Pologne, après être entrée dans l'Union européenne, achetait plus que jamais du matériel militaire américain, comme d'habitude en fait. Bon, pour eux, c'était une évidence. Après avoir été dominé par l'Union soviétique, ils allaient vers celui qui était le plus solide. Mais de la même façon que probablement les pays baltes ont plus confiance dans les États-Unis qu'on a confiance dans le gouvernement allemand ou même français.